Bienvenue dans ce chapitre. Là, on va voir différents aspects des IA. On va voir qu'il y a pas mal de types d'IA différents, qu'il y a eu pas mal d'innovations pour arriver là où on en est aujourd'hui. Et puis, on parlera aussi de comment faire pour vos données confidentielles, pour pouvoir utiliser l'IA, pas simplement pour des questions stratégiques, comme on l'a vu, qui sont utiles pour vous, mais également pour des données qui peuvent être confidentielles. Et quand est-ce qu'on pourra le faire, comment le faire, etc. Alors, tout d'abord, eh bien, on va essayer de voir quelques mots que je vais mettre en bleu, qui sont à chaque fois des innovations. La première, c'était le mot intelligence artificielle. Et c'est venu d'une conférence qui était à Dartmouth en 1956, donc c'est déjà une vieille histoire. Et l'idée, dans cette conférence, était de simuler l'intelligence humaine. Voilà, c'est lancé. Et maintenant, bah, comment on fait? Comment on fait? Bah, c'était pas si simple que ça, malgré tout. Et la première chose, eh bien, on s'est rendu compte que la première chose que l'on pouvait faire, eh bien, c'était non pas de pouvoir faire une IA depuis zéro, mais faire sur une idée d'ailleurs de Alan Turing, qui est un des fondateurs de l'informatique, et bien de dire finalement c'est plus facile dans une intelligence de l'éduquer, de la former pour petit à petit la faire émerger par l'éducation, par la formation. Et donc on a fait ce qu'on appelle le machine learning en bon français, c'est l'apprentissage par la machine. Et à partir de 1957, on a commencé à faire des essais. Et ça a commencé à marcher. Alors pour ça, eh bien, comment on faisait pour apprendre? Eh bien, on faisait, un peu comme à l'école, c'est-à-dire qu'on avait un expert, et qui, racontait un petit peu ce qu'il fallait savoir à la machine et donc on a fait des systèmes experts et à partir de 1965 à peu près. Et donc dans ce cas-là, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que, bah, ça marchait quand même. L'expert avait mis plein d'informations dans la base d'informations de la machine, mais il y avait, des petites limites. Mais quand même, ça marchait pas si mal que ça, puisqu'en 1997, avec ce système-là, et puis il faut le dire aussi, comme c'était IBM derrière, beaucoup de puissance machine, eh bien, le Deep Blue, qui était une IA, eh bien, a battu Kasparov, qui était champion du monde des échecs à l'époque. Et donc la machine a été plus fort que l'humain, aux échecs. Mais malgré tout, il y avait quand même un plafond de verre parce que ça marchait, mais pas aussi bien pour tout. Par exemple, pour le Go, eh bien, le jeu de Go, il y avait, là, ça marchait moins bien qu'aux échecs parce que finalement, on arrivait à quelque chose où bah, la machine était comme allez, un bon débutant, on va dire, mais elle n'arrivait pas à battre les meilleurs, etc. Alors, il s'est passé une troisième innovation, alors, au bout d'un certain temps, à peu près dans les années 2010, donc il a fallu prendre un certain temps, on a changé la façon dont on apprenait à la machine. Au lieu de lui apprendre comme à l'école, avec un système expert, c'est-à-dire on lui donne toutes les informations de façon explicite et on le met dans une base de données, eh bien, on a commencé à faire comme on apprend, comme un enfant apprend. C'est-à-dire en lui montrant, on l'a vu d'ailleurs, en fait, hein, rappelez-vous, eh bien, comment on présente plein de chats et plein de photos où il n'y a pas de chat, et on dit, bah voilà, maintenant apprends les photos où il y a des chats. Et donc c'est ce qu'on appelle le deep learning. Le deep learning, eh bien, on l'a vu, c'est effectivement un apprentissage par les neurones profonds à partir de 2010. Donc pour ça, eh bien voilà, on a ces réseaux de neurones. Alors je vous rassure, hein, ces réseaux de neurones, ils sont pas biologiques, même s'il y a eu des essais là-dessus. C'est avant tout des neurones calculés sur un programme informatique, hein. Un neurone, ça fait simplement la somme de tout ce qui rentre, et puis à un moment donné, si c'est supérieur à un certain seuil, on dit OK, c'est bon, on y va pour le suivant. Et donc, vous voyez qu'ils sont tous reliés et il y a plusieurs couches, parce qu'au départ, on a fait une seule couche et ça marchait pas bien. Donc voilà. Et après, on s'est rendu compte en regardant le cortex humain qu'il y a 6 couches. Et dans les 6 couches de notre cortex, là, donc toute la partie du cerveau tout autour, eh bien, bon, je vais simplifier un petit peu, c'est pas tout à fait vrai, mais il y en a à peu près 3 dans un sens et 3 dans l'autre. Et donc, effectivement, eh bien, à partir de 3 couches, ça marche mieux. Donc, on a commencé à faire 4 couches, 5 couches, 10 couches, et donc à faire des apprentissages profonds. Et là, eh bien, il suffit de rentrer le chat des photos devant, et puis à la fin, eh bien, on a chat ou pas chat, par exemple. Alors, est-ce qu'il y a un neurone spécifique pour le chat? Est-ce qu'il y a un neurone spécifique pour tel mot, et cetera? Ben non, on n'a pas ça dans notre cerveau. Alors, il y a quelques neurones qui s'activent spécifiquement lorsque, par exemple, c'est le fameux neurone de Monica Lewinsky, bon, c'est dans les neurosciences, mais malgré tout, on voit que ça suffit pas. C'est-à-dire qu'en fait, la vraie mémorisation elle se fait non pas dans les neurones, mais dans les liens entre les neurones. Alors, chez nous, les humains, entre les liens entre les neurones, ça s'appelle des synapses. C'est assez compliqué parce qu'il y a plusieurs neurotransmetteurs, il y a plein de choses, etc. Ici, on va faire très simple. On va mettre simplement des paramètres. Alors,
Effectivement, avec ça, eh bien, ça a commencé à marcher de façon absolument incroyable. Ça a bien marché, on a vu, ça et quels sont les résultats qu'on a eus? Eh bien, on a eu par exemple, AlphaGo a battu Lee. Alors il y a pas de champion du monde au Go, il y a des dan et la 9e dan, c'est le plus élevé, donc il faisait partie des meilleurs au monde sur le Go, hein. Il y a pas de champion du monde, mais il y a des 9e dan. Eh bien, AlphaGo a battu, un 9e dan du Go, Lee Sedol, pardon, en 2016. Donc ça veut dire que ce système-là avait cassé le plafond de verre qu'on avait avec les systèmes experts. Et donc on avait des systèmes qui apprenaient un petit peu tout seul, hein, c'est-à-dire en fait en leur montrant plein de chats, de photos ou plein de textes quand c'est des modèles de langage. Et donc ça a commencé à très bien marcher. Et puis on a pu faire plein d'autres choses. Alors c'est comme ça que ça a marché aussi. Alors pour quelque chose d'un petit peu moins positif, puisque c'est pas que vous l'avez utilisé, mais qu'on l'a utilisé sur vous, c'est les recommandations Facebook et YouTube. Et bien utiliser des IA formées sur regarder, qu'est-ce que vous regardez? Donc où est-ce que vous mettez votre attention? Et les IA ont appris comme ça à garder votre attention le plus longtemps possible parce que le modèle économique de Facebook et de YouTube, eh bien, est basé sur l'attention et la publicité. Et donc, eh bien, vous avez des systèmes où vous commencez à regarder des choses très intéressantes sur YouTube et vous finissez par regarder des chats qui glissent sur une savonnette. Et donc, vous perdez pas mal de temps, malheureusement, là-dessus. Donc ça, c'est le côté un peu moins positif, mais ça marchait bien aussi. Et puis, on a fait sur des choses très intéressantes. Par exemple, la détection du cancer du sein. Eh bien, depuis 2010, eh bien, ça a commencé à bien marcher. On commençait à montrer plein de photos de radios avec des cancers ou sans cancer, hein, comme pour les chats tout à l'heure. Et à partir de 2020, eh bien, même l'IA était encore plus puissante que les meilleurs médecins, que les meilleurs radiologues. C'est d'ailleurs intéressant parce que la façon dont ça s'est fait, on prenait pas simplement les photos des radios des cancers du sein, mais on mettait aussi, on regardait où regardait le radiologue. Parce que le radiologue qui a l'habitude, évidemment, il va regarder aux endroits précis en se disant, ah, là, il y a peut-être un problème. Et on a formé les IA non seulement sur les radios, mais également sur que ce que regardaient les radiologues dans les radios. Et comme ça, eh bien, les IA ont surpassé les humains à partir de 2020. Et puis, pareil, alors les protéines, vous savez, les protéines, c'est des bouts de ficelle, si vous voulez, constitués d'acides aminés, mais qui vont s'entortiller parce que chaque acide aminé, il va se tordre un petit peu dans un sens ou dans un autre, et ils vont faire des formes très complexes jusqu'à temps de faire des véritables petites machines. Et donc, on a des machines pratiquement, alors il y a des machines tournantes, il y a des machines qui marchent pratiquement dans nos cellules, c'est les protéines. Et le problème, c'est que c'est très compliqué de comprendre comment ça se plie, ce truc-là, parce qu'il y en a beaucoup, évidemment, et donc c'est pas facile à faire. Les humains, ils y arrivent de temps en temps et c'est compliqué. Eh bien, avec AlphaFold qui s'est formé là-dessus, eh bien, là, on a plié 200 millions de protéines en un an. Et ça a des conséquences énormes sur la médecine, puisque en fait, comprendre comment ça se plie, ça peut comprendre pourquoi certaines protéines se plient mal et pourquoi donc on est malade. Ou alors au contraire, on peut même mettre le bazar dans certaines protéines, comme les protéines des virus. Et c'est grâce à ça qu'on a pu trouver des solutions aussi pour le VIH, par exemple. Et pareil, alors, encore un petit exemple, là, on voit bien que c'est toujours des IA très spécialisées pour jouer au Go, pour plier des protéines ou pour, découvrir des nouveaux matériaux. 700 matériaux découverts en 2023 par une IA qui s'appelle Gnome, hein, qui était de Google. Et puis, au passage, d'ailleurs, elle a fait 2,2 millions de nouveaux cristaux aussi, juste pour rigoler, en plus. Donc, vous voyez qu'en fait, les IA peuvent avoir une force de frappe fantastique. C'est pas forcément qu'elles sont plus intelligentes, mais elles ont une véritable force de frappe, effectivement, pour arriver à faire ce que les humains en feraient en des années et des années normalement. Et donc ça va nous permettre peut-être aussi, alors soit de faire le plus mauvais côté, c'est-à-dire, voilà, simplement prendre notre attention pour la donner aux publicitaires. Vous savez, c'est la fameuse phrase de Lelay qui était président de TF1 qui disait: «Moi, mon métier en tant que président de télévision, c'est, de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola». Donc ça, c'est des IA, c'est possible, mais évidemment, c'est pas forcément le futur le plus souhaitable. Par contre, on peut avoir un futur, au contraire, où on a des IA qui plient des protéines pour arriver à faire des progrès gigantesques en médecine, ou alors découvrir des nouveaux matériaux pour, par exemple, eh bien, faire des nouvelles batteries, des tas de choses tout à fait désirables. Alors, on va essayer de s'amuser un petit peu avec le deep learning. Alors, pour vous montrer que c'est très différent, on n'en est pas encore à ce stade-là, au modèle de langage, à tout ce qu'on a vu, et cetera. Mais on a des IA très spécialisées. Alors, là, on va pas faire des choses compliquées, on va pas plier des protéines, on va pas découvrir des nouveaux matériaux. Mais je vous propose quand même d'essayer de trouver avec une IA qui s'appelle QuickDraw. C'est un réseau qui apprend à reconnaître les dessins. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous allez aller sur ce lien-là, et puis il va vous demander de dessiner un chat, des choses comme ça. Alors, si vous dessinez aussi mal que moi, c'est parfait. Et puis l'IA doit quand même malgré tout reconnaître des choses.
Alors voilà à peu près moi ce que j'ai fait, hein, là, elle m'avait demandé 6 choses, donc elle m'avait demandé je crois, une calculatrice, donc j'ai même pas eu le temps de faire les touches, qui m'a dit: «Ça y est, c'est bon», un nœud papillon, donc ça c'est facile, une pelle, une tente, une voiture d'ambulance. Alors après, il m'a demandé un panda géant et là j'avoue que mon panda géant, elle l'a pas reconnu, mais moi non plus je le reconnais pas, donc voilà. Mais on va amusez-vous, vous voyez que cette IA, elle est pas pour générer des dessins, mais pour analyser des choses et donc c'est pour vous montrer comment on peut faire d'autres choses et on va s'amuser un petit peu avec ça. Alors, à vous de jouer, allez sur quickdraw.withgoogle.com et vous allez tester une IA de deep learning qui n'est pas un modèle de langage comme on l'a vu jusqu'à maintenant. Et voilà, donc on a vu déjà plusieurs étapes qui nous ont mené à l'idée de simuler l'intelligence humaine avec cette fois en passant par l'apprentissage, donc le machine learning. Et dans les machine learning, eh bien, on a vu effectivement le deep learning, c'est-à-dire l'apprentissage profond, l'apprentissage comme les enfants le font pour apprendre la langue, par exemple, et qui a permis de faire des grandes révolutions. Mais on n'en est pas encore tout à fait à ce qu'on a fait aujourd'hui, donc on va aller un peu plus loin et on va voir ce que c'est que, après le deep learning, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'une IA comme, alors qu'elle utilise n'importe quel machine learning, les systèmes experts ou le deep learning, elle peut faire des choses très intéressantes. Alors, le deep learning, c'est particulièrement plus puissant, mais jusqu'à maintenant, c'est limité à une chose. Et puis, si jamais les IA savaient juste jouer aux échecs et au Go, je serais peut-être pas là pour vous en parler dans un cadre professionnel, hein, enfin, peut-être pas, je pense pas. Et donc, finalement, eh bien, il y a eu quelque chose de plus. Et ce quelque chose de plus, c'est l'intelligence artificielle générative. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et donc quelques années après, en 2014, vous voyez, donc on arrive quand même dans des périodes, assez récentes, hein, malgré tout. Et là, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est toujours une IA très spécialisée, mais cette fois, elle va être spécialisée pour générer quelque chose. Générer du texte, générer des images, pourquoi pas générer des vidéos, du son ou d'autres choses, et cetera. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans ce cas-là, eh bien, l'IA est toujours spécialisée, mais les usages, eux, ne le sont pas. Parce que si vous mettez n'importe quel texte, vous apprenez à l'IA plein, plein, plein de textes, eh bien, elle va être capable de faire plein de choses. Alors, des textes, bon, là, on est sur du texte, mais ça peut être des images, des sons, de la vidéo, des actions sur le web, hein. Donc, on parle de modèles d'action, en fait, sur le web. Ou alors des comportements pour des robots. C'est-à-dire, je vais montrer au robot comment je fais cuire un œuf, et puis je vais montrer des milliers de fois des vidéos, etc., jusqu'à temps que le robot, il apprenne à faire cuire ça un œuf, qu'il va se faire cuire un œuf tout seul. Et voilà. Mais ce qui est très intéressant, c'est que si je forme avec n'importe quelle image, si je forme avec n'importe quel texte, les IA génératives de texte, eh bien, elles vont être capables de répondre à n'importe quelle question, ou du moins de dialoguer sur n'importe quel texte, parce qu'elles auront lu Platon, Lao Tse et Rousseau, et puis tous les bouquins de management, de comptabilité, de juridique, etc., etc. Et cetera. Et puis sur les images, pareil, eh bien, si je présente énormément d'images, eh bien, je peux la former sur des tas d'images. Alors la révolution, elle est intéressante parce que c'est pas une révolution technologique. C'est toujours une IA spécialisée et qui utilise d'ailleurs la même méthode que les autres, le deep learning, pour apprendre à faire quelque chose tout seul. Mais les usages eux-mêmes, eux, eh bien, peuvent devenir infinis. Parce que si je peux générer du texte, je ne génère que du texte pour une IA génératrice de texte, mais eh bien, ce texte, eh bien, je suis capable de le travailler sur n'importe quel texte parce qu'elle a lu énormément de choses. Ou si j'ai une IA générative d'images, eh bien, je vais pouvoir travailler sur n'importe quelle image. Alors, il s'est passé aussi une petite innovation supplémentaire également. Alors, c'était en 2017. Le problème, c'est que c'était un petit peu long quand même, parce que vous avez vu, il fallait quand même, faut calculer tous les éléments, tous les liens entre les neurones, avec plein, plein, plein de neurones, hein, on en a, et donc ces paramètres, on en a des centaines de milliards des fois, hein, donc 75 milliards, par exemple, pour GPT 3.5, qui était la première version qui est sortie en 2022. Et donc, finalement, eh bien, une fois qu'on a fait tout ça, on a fait tous les calculs, ça fait quand même beaucoup de calculs. Et puis, après, il faut recommencer parce qu'en plus, ça a changé entre-temps. Bref, c'est compliqué. Alors, à ce moment-là, eh bien, on a eu le modèle des transformers. Qu'est-ce que c'est que les transformers? Eh bien, c'est un nouveau modèle là-dedans qui permettait non plus de faire les choses en série, les calculs les uns après les autres, comme on fait traditionnellement dans l'informatique, mais de faire tout en parallèle. Et quand on fait tout en parallèle, c'est-à-dire que je prends tous les mots que vous avez mis, par exemple, dans votre prompt, eh bien, il va falloir que je trouve les mots intéressants à chaque moment. Et donc, on va avoir un mécanisme d'attention pour trouver les choses intéressantes et tout travailler en parallèle. Et l'avantage, eh bien, c'est qu'au lieu de dire qui es-tu et puis de partir en vacances et d'un mois après d'avoir la réponse, hein, ce qui était un peu le cas au départ, eh bien, on va avoir une réponse très rapide comme vous avez pu le voir. Alors au passage, ça me permet de vous présenter le GPT, donc le nom qu'a choisi OpenAI pour son modèle de langage, Generative, parce que c'est une IA générative, hein, donc puisqu'elle va générer du texte, Pre-trained parce qu'elle est pré-entraînée, hein, et puis Transformer parce qu'elle utilise le modèle des transformers. Donc GPT, c'est une IA générative, pré-entraînée, qui utilise le modèle des transformers, tout simplement.
Alors, donc on a vu maintenant les IA génératives, il y en a plein des images du texte, et une IA générative de texte, eh bien ça s'appelle tout simplement un grand modèle de langage. Et donc c'est ce qu'on a vu depuis le début. On s'était intéressé, on s'est focalisé pour l'instant sur les IA qui génèrent du texte, les grands modèles de langage, et donc on va avoir une IA générative de texte. Alors à ce stade-là, on est bien avancé, on est en 2014, mais évidemment, si on lui dit être ou ne pas être, eh bien la réponse va être là est la question. Et donc il va falloir aller un cran plus loin. Et ce cran, alors déjà, on va voir un tout petit peu en détail comment ça rentre dedans. On a vu qu'il y avait déjà monté un grand modèle de langage plein de textes. Alors du coup, ce texte, on n'a pas besoin de leur expliquer, c'est comme un enfant qui se débrouille un petit peu, qui en commence à entendre papa, maman, et puis qui commence à associer maman, bah, à sa maman, papa à son papa, et puis à différentes choses, et puis petit à petit, il va commencer à constituer des phrases. De la même manière, l'IA, sans avoir besoin d'être supervisée, eh bien, elle va apprendre à parler, ou du moins à écrire plus exactement dans ce cas-là, et à lire aussi, hein, donc elle va lire beaucoup pour écrire un petit peu, et puis, ben, de la même manière qu'un enfant entend beaucoup pour pouvoir parler un petit peu. Et donc, elle va commencer à parler avec un très grand corpus. Mais à ce stade-là, on a vu d'ailleurs que, quand je vous ai dit que j'avais pas fait tomber le mur de Berlin, au tout début, rappelez-vous, eh bien, on a vu que c'est pas parce qu'une IA fait quelque chose de cohérent, après, avec du texte cohérent, que le texte est juste. Donc, on va faire un deuxième apprentissage qu'on appelle cette fois supervisé. Cette fois, eh bien, l'humain va donner des couples de questions, des questions et des réponses. Et donc, ça va permettre à l'IA d'apprendre à trouver les meilleures réponses possibles. Alors, il y a des questions sur lesquelles on n'a pas de réponse unique possible, mais la réponse la plus juste possible. Donc là, dans un sens, on commence à apprendre, l'IA va apprendre la langue, et dans un autre sens, eh bien, l'IA va donner des réponses les plus justes possibles. Et pour aller un cran plus loin, comme on le disait tout à l'heure, eh bien, on va avoir les agents conversationnels, donc, dont le premier est sorti dans le grand public vraiment en novembre 2022 avec ChatGPT, et qui va utiliser trois choses, le fine-tuning, l'apprentissage par renforcement et le pré-prompt. Une petite innovation supplémentaire quand même, ce qui est très intéressant. Alors, les spécialistes me disent, oui, mais ça, c'est pas une innovation technologique. Oui, c'est pas une innovation technologique, mais le fait que, à partir de 2022, de fin 2022, on ait des centaines de millions de personnes qui utilisent de l'IA, eh bien, ça va changer certaines choses. Il y a beaucoup de monde dedans. Eh bien, vous avez aussi des chercheurs, mais pas que des chercheurs en IA. Vous pouvez avoir des chercheurs en management, des chercheurs en comptabilité, des chercheurs sur la définition des choix stratégiques, et qui vont utiliser l'IA et sur lequel, eh bien, ils vont nous préparer des prompts, des façons de faire qui vont être tout à fait intéressantes, qui sont le fruit de la recherche et qu'on va pouvoir mettre en œuvre avec l'IA. Donc finalement, eh bien, on va avoir des gens qui vont travailler sur des styles de dessin, d'autres qui vont travailler sur comment on pose des bonnes questions stratégiques, etc. Et on va pouvoir utiliser tout ça avec des spécialistes non plus simplement de l'IA, et les spécialistes de l'IA ne sont pas des spécialistes en management, en comptabilité, en juridique, etc., mais dans des véritables spécialistes là-dedans, qui vont utiliser les outils que les spécialistes de l'IA ont mis à notre disposition. Alors, quelques petites choses aussi qui arrivent en ce moment aussi, pour donner quelques exemples. Eh bien, on a le multimodal. Qu'est-ce que c'est que le multimodal? Eh bien, on peut avoir une IA va faire du texte, elle va générer du texte. C'est pas la même IA parce que c'est pas la même spécialisation qui va générer une image, une autre la voix. Eh bien, on va pouvoir associer ces différentes IA pour arriver à avoir une IA qui parle, qui écrit, qui regarde, etc. Et donc, on va pouvoir associer ces IA-là, un petit peu comme dans notre cerveau où on a des zones, hein, on a une zone derrière pour arriver à voir et à analyser la vue, une zone pour écouter, une zone pour comprendre le texte, etc., etc. Et puis toutes ces zones-là sont assemblées pour pouvoir faire tout ça. Et bien le multimodal, c'est une IA qui aujourd'hui est capable de parler, écouter, de fabriquer du texte, de fabriquer des images, etc. On peut aussi l'avoir dans les robots, parce qu'un robot, c'est quelque chose de très sophistiqué au niveau technologique, mais qui était un petit peu bête jusqu'à maintenant, parce que si on lui disait, bah tiens, fais cuire un œuf, bah, si la poêle n'est pas exactement au même endroit, bah, il se débrouillait pas. Alors en mettant dans leur cerveau, si vous me passez l'expression, une intelligence artificielle plutôt qu'un système déjà préprogrammé comme on avait avant les IA, en particulier avant le deep learning, eh bien, on va pouvoir faire des progrès absolument gigantesques. Et puis, on va aussi avoir, alors on entend beaucoup parler maintenant de processeurs spécialisés. On en parlera quand on parlera justement de la consommation électrique, parce qu'en fait, on va pouvoir voir que grâce à ça, on va pouvoir faire baisser les choses, parce qu'au lieu d'avoir un gros processeur, déjà un processeur graphique, c'est un processeur avec plein de petits processeurs. En fait, c'est pas un processeur unique, puisqu'on va avoir des tout petits processeurs, des tout petits traitements pour chaque pixel de l'image. Et puis maintenant, on a même des neuroprocesseurs unit, hein, neuroprocessor unit, et donc des processeurs neuronaux qui vont être totalement adaptés
à simuler effectivement les systèmes de neurones et les échanges entre les neurones, ou pour Google, eh bien, ils appellent ça des processeurs tensoriels, hein, TPU. Mais voilà, donc ces processeurs-là vont permettre de faire un bond en avant, de consommer beaucoup moins et d'avoir beaucoup plus de puissance sur la même puce, parce que au lieu, on va vraiment directement travailler avec des processeurs en parallèle plutôt que de tout faire dans un seul processeur. Et la quatrième chose importante aussi, eh bien, c'est Bill Gates qui disait que le gagnant à la course à l'IA serait le premier à faire un assistant personnel universel en local. Pour l'instant, vous avez un assistant universel un petit peu, hein, bon, pour tout le monde. Et puis, si vous connaissez bien, eh bien, il pourrait faire des tas de choses. Ça ressemble un petit peu à Jarvis, ou c'est pour les fans de science-fiction avec Iron Man. Eh bien, Iron Man, c'est un gars qui est un super-héros dont le grand pouvoir, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Et donc, il s'est fait une armure avec en particulier une IA dedans. Et cette IA, eh bien, elle le connaît très bien. Elle sait très bien s'il est thé ou café et à quelle heure. Puis, de temps en temps, elle lui dit, bah, tiens, là, non, t'as complètement tout raté parce qu'elle le connaît vraiment très, très bien. Et donc, en fait, eh bien, les prochaines étapes, on peut imaginer, c'est d'avoir des IA sur votre téléphone, sur votre ordinateur, pas forcément sur un serveur américain, et qui vont petit à petit, eh bien, apprendre à vous connaître pour pouvoir rédiger, vous aider à rédiger à la façon dont vous rédigez, de comprendre exactement quels sont vos besoins, comment vous voulez les choses, etc., etc. Alors, comment ça se passe aussi lorsqu'on a des données confidentielles? Parce que jusqu'à maintenant, on a fait des IA avec des données qui étaient bah, plutôt génériques, hein. Donc, on va pas mettre que, tiens, réponds-moi à telle personne qui a un cancer et puis fais-moi la lettre de réponse. Non, on va éviter ce genre de choses-là, évidemment. Mais est-ce que ça sera possible bientôt et est-ce que c'est possible déjà maintenant pour certains? Alors, déjà, on va voir qu'il y a de très nombreux agents conversationnels. Il n'y a pas que ChatGPT, hein, il y en a beaucoup, beaucoup. Il y en a alors des modèles de langage, il y en a des centaines, et des agents conversationnels IA, il y en a, alors là, peut-être des milliers, en fait, probablement. Et donc, ce qu'on peut faire, eh bien, déjà, vous pouvez aller sur huggingface.co.chat. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que cette IA, donc c'est une IA sur lequel, eh bien, premièrement, vous n'avez pas forcément besoin de créer un compte, même si on verra que si vous créez un compte, vous pourrez faire des choses supplémentaires intéressantes. Mais surtout, quand vous allez dans Settings, donc paramétrage en fait, eh bien, vous allez pouvoir choisir différentes IA. Alors là, je vous ai mis celles que, au moment où je vous parle, qui sont accessibles, hein. Vous voyez des modèles comme Llama. Llama, c'est celui de Meta, là, avec Facebook, hein. Donc, il a la particularité d'être open source. Et puis, le Llama 3 est plutôt très puissant. Vous avez Mistral aussi, fait par une société française, hein, Cocorico. Et le 8X7B en particulier est très, très intéressant parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait 7 petites IA. Alors, à chaque fois que vous voyez un B au passage, un B, ça veut dire billion. Billion, ça veut dire milliard en anglais, hein. Attention, en français, ça veut 1000 milliards et en anglais, c'est milliard. Et donc, c'est le nombre de paramètres en général. Rappelez-vous, quand on a parlé de ChatGPT, au début, il avait 100, enfin, au début, dans la version première qui a été donnée au grand public, eh bien, elle avait 175 milliards de paramètres. Et là, vous voyez que ben, on a des lamas avec, bon, alors les lamas, c'est pas indiqué s'il y a des 405B, 405 milliards de paramètres, par exemple, ou 706 milliards de paramètres, 70 milliards de paramètres, pardon. Et puis, sur Mistral, alors, on pourrait dire 7 milliards, c'est pas beaucoup. Mais alors, ils ont fait un truc très, très astucieux. Ils ont fait comme s'ils avaient 8 IA de 7 milliards, et on interroge toujours les deux plus pertinentes à un moment donné. Si bien que finalement, eh bien, on va avoir la puissance presque de 8 fois 7 milliards, donc 56 milliards. Et comme elle est bien optimisée, c'est pratiquement autant qu'un ChatGPT de base. Et par contre, eh bien, on va avoir aussi la consommation de 2 fois 7 milliards, donc une consommation électrique, une puissance machine bien, bien moindre, effectivement, que ce qu'il faut. Donc, c'était avec des petites astuces comme ça. Donc, vous voyez plein de choses. Moi, ce que je vous conseille, eh bien, c'est que vous allez vous amuser à poser soit votre question habituelle, alors pour l'instant toujours non confidentielle à ce stade-là, encore une fois, mais sur différentes IA pour voir un petit peu ce que ça donne. Et vous allez voir que si vous avez des IA par contre beaucoup plus petites, de 7 milliards simplement de paramètres, pas 8 fois 7, mais les 7 milliards, eh bien, vous allez peut-être arriver à les truquer comme j'ai réussi à le faire quand je vous ai présenté les biais de l'IA. J'ai pris plutôt des IA moins puissantes ici, par exemple. Alors, allez-y, mettez en pause et puis amusez-vous un petit peu sur Hugging Face Chat, donc ce qu'on appelle Hugging Chat, qui est donc en plus une IA qui a été développée, enfin, ce système-là a été développé dans Hugging Face, qui a été lancé par 3 Français aux États-Unis. Alors, là, normalement, eh ben, vous avez pu voir un petit peu déjà là, comment ça marchait. Alors, vous avez vu que finalement, sur un autre système, eh ben, c'est un peu toujours pareil. On a une barre de prompt, hein, et puis on continue à faire les choses. Mais alors, l'autre chose, eh bien, ça serait pratique pour avoir des données confidentielles, de ne pas avoir tout sur un serveur américain, voire à mieux avoir une IA locale. Alors, deux solutions.
La première, c'est vous pouvez installer une IA en local. Alors, il y a plusieurs façons. Si vous n'êtes pas technique, ben, vous avez Jan.ai qui permet de regarder votre PC, par exemple, regarde le mien, et puis elle dit, bon, tiens, finalement, bah, 8x7B, c'est un petit peu. Bon, moi, j'ai un PC pas très puissant, là, donc non, ça va pas tourner. Par contre, Mistral 7B, pourquoi pas? Donc, en fait, je choisis comme ça l'IA que je veux. Je la télécharge sur le système, sur mon système, hein, donc c'est comme si télécharger un logiciel. Et Jan.ai s'arrange pour tout mettre ça. Et moi, ça me permet d'utiliser, par exemple, une IA en local. À ce stade-là, pas encore très puissante, mais mon nouveau PC, par exemple, maintenant, eh bien, comporte une carte, un processeur neuronal, et donc ça permet vraiment de faire tourner des choses déjà plus intéressantes. Mais bon, ça c'est un petit peu compliqué, et puis en plus c'est juste pour vous, et on voudrait bien peut-être qu'au niveau de votre travail, de votre équipe, de votre agence, de, de votre caisse, eh bien, on puisse avoir des choses qui vont fonctionner ensemble. Et pour ça, eh bien, j'ai le plaisir de vous présenter Albert. Albert, c'est une IA qui est de l'agent conversationnel, donc du service public, qui est développé par la direction interministérielle du numérique et dont l'objectif, à partir de l'été 2024, où je tourne cette vidéo, eh bien, de pouvoir vous permettre de faire plusieurs choses. Alors, première chose, eh bien, on va avoir Albert Bot. Alors, Albert Bot, c'est pour l'ensemble des gens qui travaillent dans le service public, pas simplement les agents, mais même ceux qui font des missions de service public, comme par exemple la sécurité sociale. Et donc, eh bien, ça va permettre de faire plusieurs choses. C'est quand même malgré tout limité. C'est pas aussi large que ChatGPT, hein. On fait pas tout ce qu'on veut parce que justement, il y a quand même des questions un peu de confidentialité. On va pas y mettre non plus nos documents confidentiels parce qu'on va pas mélanger les données de santé avec France Travail, par exemple. Ça se fait pas. Non, et donc, en fait, là, à ce stade-là, sur Albertbot, on va plutôt avoir quelque chose qui va être d'abord sur des serveurs français sécurisés, mais qui vont permettre d'automatiser le tri, la gestion de documents, etc. Et l'objectif, c'est de vous faire gagner du temps pour pouvoir vous concentrer sur les tâches les plus complexes, celles qu'on n'a jamais le temps de faire correctement. Et bien là, l'objectif, c'est pas simplement de vous remplacer, non, non, bien sûr, mais c'est plutôt de faire en sorte que vous ayez plus de temps pour vous consacrer sur celles qui demandent vraiment beaucoup plus de concentration, et puis d'automatiser quand même un certain nombre de choses. Alors, on va pouvoir avoir des recherches d'informations sur des sources fiables, y compris juridiques, évidemment françaises, bien sûr. L'intégration des applications. Alors, pour ceux qui ont les messageries comme Chat, par exemple, ça permet effectivement de pouvoir trier les messages, de pouvoir aider à la réponse, etc. Ça permet de faire l'aide à la réponse, à la décision, hein, aussi, donc à partir de toutes les données qu'on peut avoir dans l'administration française, que ce soit pour les ministères, ce soit pour l'assurance maladie, France Travail, et puis ou même au niveau local. En particulier, je pense aux maisons France Service, hein. Et puis, mais par contre, on va pouvoir faire des tas de choses, mais pas tout, parce qu'en fait, ça remplacera pas simplement le système là-dessus. Deuxième solution, et là, eh bien, ça dépend si votre caisse l'a mis en place ou non. Eh bien, on peut télécharger sur des serveurs locaux d'une caisse, et cette fois, c'est pas mélangé avec les autres services publics, eh bien, une version d'Albert. Et là, ça permet d'utiliser le système d'information interne en toute sécurité, comme vous le faites déjà pour les applications métiers, etc. Et donc, en fait, on peut avoir cette fois, si votre caisse a mis ça en place au moment où je vous parle, eh bien, vous allez donc pouvoir utiliser, et là, ça va être grandiose. C'est évidemment ce que vous allez pouvoir faire dès le début, hein, en fait, hein, eh bien, utiliser Albert comme vous utilisez ChatGPT, mais cette fois avec des données confidentielles, puisque vous êtes sur votre système d'information interne. Et troisième solution, eh bien, vous avez aussi une interface de programmation, une API, comme on le dit, Application Programming Interface, pour être intégrée dans les applications métiers, de manière à ce que vos applications métiers elles-mêmes puissent utiliser l'IA. Et donc, dans la version 2 et la version 3, on est sur votre service, sur votre système d'information de votre caisse, en général de votre caisse nationale. Et dans ce cas-là, eh bien, là, vous pouvez utiliser vraiment les aspects euh, vraiment spécifiques. Alors, évidemment, si vous n'avez pas encore ça, eh bien, il vaut mieux attendre un petit peu avant. Alors, soit évidemment, vous pouvez mettre en local, mais c'est plutôt pour tester, bien sûr. Mais si vous n'avez pas encore un Albert sur votre caisse, eh bien, attention aux données confidentielles pour l'instant. Vous l'aurez bientôt, j'espère, je vous le souhaite si vous ne l'avez pas encore. Mais c'est ça qui va vous permettre effectivement de travailler sur toutes les données et pas simplement sur les données non confidentielles. Alors, à vous de jouer, on a vu pas mal de choses. Alors, il y a des mots qu'on connaissait déjà, mais on va expliquer à Eliane quelques mots qu'on a vus dedans. Donc, on a vu que dans l'IA, bah, il y avait le machine learning, hein, donc la façon d'apprendre pour une machine, en particulier les systèmes experts, comme on l'a vu, et le deep learning, mais ça, on l'avait déjà vu plusieurs fois avant. On a parlé des modèles transformers qui permettent d'aller plus vite. On a parlé de l'intelligence artificielle générative, qui a été une révolution non pas technologique, parce que ça fait comme toutes les IA de deep learning, d'apprentissage profond qui sont très puissantes, mais par contre, comme elles génèrent n'importe quel texte ou n'importe quelle image ou n'importe quelle vidéo suivant le type d'IA générative, eh bien, ça va permettre d'avoir plein d'usages très très différents.
On a parlé de l'apprentissage non supervisé et de l'apprentissage supervisé. Rappelez-vous, apprentissage supervisé, c'est bah, je vais essayer de voir, d'apprendre la langue, en fait, hein, les structures de la langue. Et l'apprentissage supervisé, eh bien, on va me donner des couples de questions-réponses de manière à pouvoir donner les réponses les plus justes possibles. Et on a parlé évidemment d'Albert, hein, l'IA du service public. Eh bien, expliquez tout ça maintenant à Eliane pour pouvoir savoir s'il comprend bien ça, s'il va vous dire tout ce qu'il comprend pas. Et puis, on va corriger un petit peu avec le professeur mentor pour arriver à ce que naturellement vous puissiez tout mémoriser encore une fois, ce que vous avez vu là. Et là, eh bien, on a vu vraiment l'ensemble de tous les termes de l'intelligence artificielle. Alors, à vous de jouer. C'est mettez en pause et puis c'est parti pour raconter ça à Eliane. Alors voilà, à ce stade-là, on a terminé donc le premier module. Vous savez maintenant poser des bonnes questions et puis bien utiliser l'IA, non seulement en discutant avec elle, puisqu'on est sur un système conversationnel. On a vu aussi comment poser plutôt les bonnes questions, des bonnes questions stratégiques et pas trop confidentielles si vous n'avez pas encore de serveur sur votre caisse nationale. Et puis, ben, on a vu cette fois aussi très en détail les différentes IA. Vous êtes même amusé avec une IA très différente qui était là juste pour reconnaître des dessins, par exemple, hein, et dessiner un peu n'importe comment. Et donc, on a vu tout ça. Maintenant, vous avez une bonne notion de ce que sont les IA, ce qu'elles permettent de faire, et en particulier des intelligences artificielles conversationnelles, donc les agents conversationnels IA, qui nous permettent, eux, eh bien, de dialoguer pour avoir les meilleures réponses possibles.